Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ces rencontres interuniversitaires, re-bienvenue parce qu'on est là depuis un jour, on a beaucoup d'autres interviews, n'hésitez pas à aller les voir sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube. En tout cas, là maintenant je suis en compagnie d'Antoine Détourné, bonjour Antoine. Bonjour. Et tu viens nous parler d'un concept que tu as inventé, enfin pas tout seul je pense, en tout cas un concept qui s'appelle le capital patient. Pour commencer déjà, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors pourquoi on a voulu présenter un papier sur le sujet à ces rencontres? C'est tout simplement parce qu'on pense que la question du financement de l'ESS aujourd'hui est encore mal comprise. Ouais, Pour beaucoup de gens, c'est une boîte noire, et y compris pour des gens qui seraient prêts à apporter de l'argent à l'ESS pour l'aider à décoller. Euh, tu sens qu'il y a des frilosités un peu. il y a des frilosités, des incompréhensions. Et notamment, on voit bien aujourd'hui que le modèle qui prédomine, c'est celui plutôt d'un capital impatient, c'est-à-dire les gens, ils apportent de l'argent et ils attendent d'avoir un retour sur investissement assez Ouais, oh, court. c'est pas rentable. Voilà, exactement. Et ce modèle-là, il paraît peu adapté à l'économie sociale et solidaire qui s'inscrit notamment dans le temps long et qui a Hmm. besoin qu'on lui fasse confiance dans le temps long et surtout qu'on n'extrait pas trop de valeur des projets, c'est-à-dire qu'on n'en donne pas trop à des actionnaires ou des détenteurs de capitaux. Parce que son modèle, c'est d'abord de rechercher une utilité sociale avant de rémunérer ceux qui apportent de l'argent. Du coup, l'idée était de dire, puisqu'il existe un modèle de capital impatient, qu'est-ce que ça peut être un capital patient? Alors, je ne suis pas l'inventeur de ce concept, je n'ai pas cette prétention. Pardon, excuse-moi. Non, pas de problème. Je l'ai découvert il y a 5 minutes, faut le dire. Voilà, exactement. Donc c'est peut-être pour ça qu'il faut le populariser, parce qu'on s'est dit, plutôt que d'inventer notre propre modèle, voilà ce qui peut exister et qui permet de comprendre l'économie sociale et solidaire. Or, aujourd'hui, sur cette notion de capital patient, il y a des chercheurs, notamment une économiste qui s'appelle Mariana Mazzucato, qui a travaillé sur le sujet, qui dit aujourd'hui, pour financer les transitions, nous avons besoin de gens qui vont prendre un risque, qui est le risque de faire confiance à des projets qui rapporteront pas de l'argent à court terme, ou alors qui sont un peu incertains, mais qui permettront de générer des effets d'apprentissage sur le long terme et qui permettront de faire en sorte que les transitions se fassent. Donc l'idée Oui. est bien de dire comment on peut essayer de comprendre comment cette affaire de financement de l'ESS peut tourner, avec quel élément de comparaison proche on peut utiliser. D'où l'idée de travailler Oui. sur le Puis c'est capital vrai que patient. pour prendre un exemple en plus, là j'y pense comme ça, mais si on veut mettre en place, changer tout notre système Mmh. énergétique, ça Mmh. va prendre des années, voire des dizaines d'années. Mmh. Évidemment qu'en un an ce sera pas rentable, mais Ah, du coup c'est pas possible de rester effectivement dans cette logique, comme tu l'as dit mmh. tout à l'heure, avant qu'on enregistre, de financiarisation Exactement. d'un certain Souvent, niveau. l'horizon d'un investisseur, alors hormis certains d'entre eux, hein, ça existe dans le monde capitaliste, des investisseurs qui sont là pour longtemps, qui sont là pour 10 ou 15 ans sur des projets longs, mais souvent l'horizon c'est entre 3 et 5 ans. Et entre 3 et 5 ans, pour beaucoup de Oui. projets, il n'y a pas d'argent qui peut en sortir pour rémunérer des apporteurs de capitaux. Sur un plus long terme, ça peut exister, mais de toute façon, ça reste souvent modeste. Et l'enjeu, c'est bien d'avoir des organisations qui sont solvables, c'est-à-dire qui sont équilibrées économiquement, mais qui ne sont pas là pour rétribuer du capital, ou de le rétribuer, on va dire, à la marge. C'est important, et c'est ce qui caractérise le capital patient, c'est trois choses. C'est combien de temps on reste, combien de temps on met de l'argent dans l'organisation. Il faut être prêt à y rester longtemps. Est-ce qu'on sort quand ça va pas tout de suite en disant oh là, je retire mes billes, je vais pas plus loin, je prends trop de risques de perdre de l'argent. On veut plutôt des gens qui, pour l'ESS, restent là, s'engagent sur le long terme. Et puis la troisième chose, c'est est-ce qu'on recherche avant tout des performances financières à la fin, ou la réussite d'un projet, et donc notamment son utilité sociale, écologique, etc. C'est les trois dimensions de l'engagement telles que quelques chercheurs essaient de la définir. Donc avec ça, on peut financer des projets capitalistes classiques, pas de problème, de manière un peu différente certes, mais je pense qu'on peut surtout financer l'ESS. Et puis surtout, on s'aperçoit que celles et ceux qui financent l'ESS, France Active, la Caisse des dépôts, les fiducies au Québec, par exemple, pour prendre un exemple outre-Atlantique, fonctionnent selon ce modèle-là. C'est-à-dire qu'elles prennent le temps d'accompagner dans le long terme des acteurs en se disant ce qui compte à la fin, c'est peut-être que je retrouve juste les billes que j'y ai mis, mais pas que j'ai beaucoup plus d'argent que ce que j'y ai apporté. Oui, c'est ça, parce que j'allais te demander deux choses déjà. Du coup, ton rapport à la question du Mm. profit, est-ce que toi tu le critiques? Est-ce que tu penses qu'il y a plutôt une question de mesure, de juste mesure? Alors en fait, je pense que la question, c'est la question du partage de la valeur.
C'est-à-dire que faire du profit dans l'ESS, je pense que c'est nécessaire parce qu'on Ouais. a besoin d'avoir de l'excédent pour constituer des réserves. Les réserves, ça sert à se développer, c'est-à-dire à financer de nouveaux projets, à apporter des ressources pour de nouveaux projets, à faire face aux coups durs. Quand il y a une baisse de la conjoncture, quand on a un problème dans ce modèle économique, il faut avoir un peu quelque chose dans quoi piocher pour se retourner. Et je pense, y compris, que l'ESS a cela en propre, qu'à partir du moment où elle fonctionne selon un modèle de lucrativité limitée ou non lucrativité, tout ce qui est en plus est forcément remis dans le projet. Donc c'est bien de faire des excédents. Oui. Ne pas courir après ça, mais la question c'est en faire, mais pour que ce soit utile. Et à quoi serviront-ils? Ouais, exactement. Et du coup, dans l'ESS, étant donné que ce qui fonde nos organisations, c'est un rapport à un projet, c'est l'engagement de sociétaires, de bénévoles, de coopérateurs, eh bien, c'est eux qui décident. Et du coup, dans le papier, j'ai voulu aussi démontrer que ça existe dans l'ESS, des gens qui s'investissent dans la durée, qui laissent l'argent qu'ils ont mis au pot commun pour que l'organisation se développe. C'est même plutôt un modèle majoritaire et un peu inconscient et pas documenté. Parce que c'est là où on a besoin de produire de la connaissance, et c'est un appel, ce papier aussi est un appel à produire de la connaissance sur la boîte noire financière de l'ESS, et sur quelles données on peut s'appuyer, comment on peut essayer de démontrer ça. Et ça, c'est un champ de recherche qui est ouvert. C'est-à-dire qu'on peut accéder à des données INSEE, Banque de France, etc. etc. Mais assez immense, quoi. C'est assez immense, mais pour l'instant, les études sont rares. Ouais, bah oui. Et pour ESS France, pour l'acteur que nous sommes, c'est déterminant de pouvoir dire, voilà, vous voulez développer tel ou tel champ de l'ESS, vous voulez donner une place à l'ESS dans les transitions, eh bien, il va falloir privilégier plutôt tel instrument financier qui est adapté par rapport à tel autre. À certains endroits, il faudra de la subvention. D'autres, il vaut mieux des apports en fonds propres. D'autres, financer des investissements, etc. etc. Et c'est assez important. Est-ce que du coup, finalement, parce que c'est vrai qu'au début, quand tu me parlais de capital patient opposé à capital impatient, j'ai pensé spontanément à une sorte d'anticapitalisme. Finalement, est-ce que l'idée, c'est pas plutôt de construire un nouveau capitalisme un peu? Alors, je ne sais pas s'il s'agit de construire un nouveau capitalisme. En tout cas, c'est pas la prétention qui est la mienne. Ce qu'on veut, c'est que l'ESS, nous, ESS France, l'ESS soit une norme pour l'économie de demain. Ce qui est sûr, c'est que la course court-termiste à la rentabilité, elle est critiquée par tout le monde, y compris par le gouverneur de la Banque d'Angleterre qui dit que le marché est défaillant parce qu'il est trop centré sur le court terme. Donc, il faut inventer d'autres modes de financement de l'économie. On peut avoir l'intuition, et c'est l'hypothèse qu'on voudrait tester, que l'ESS est en tant que tel un mode de financement de l'économie qui réinvestit sans cesse ce qu'elle gagne dans les projets. Donc, est-ce que c'est acapitaliste? Est-ce que c'est anticapitaliste? Est-ce que c'est... Moi, je sors ça comme ça. Voilà. Non, mais bien sûr. Non, mais en fait, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de rentrer dans le débat théorique. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un déjà là. C'est-à-dire qu'il y a déjà un fonctionnement qui existe, il y a déjà des acteurs qui font et qui font plutôt bien et qui sont en capacité. Prendre l'exemple des mutuelles d'assurance, je pense que vous en avez reçu sur ce plateau. Vous avez reçu Claude Verne. Ouais. Bon, la Massif, c'est pour ne citer que, mais je pourrais en citer d'autres, la Maïf ou Mutuelle des motards, enfin qu'importe. C'est quand même un modèle où ils font la démonstration qu'ils font moins d'excédents que les autres assureurs, mais ils couvrent mieux leurs risques, donc ils sont plus prudents et surtout ils réinvestissent leurs excédents dans des projets d'utilité sociale. Ils ont quand même une taille critique parce qu'ils assurent quand même beaucoup de monde. Ils ont un fonctionnement démocratique puisque c'est le sociétaire qui décide comment les choses fonctionnent. Donc on part pas de rien. Ce que je veux dire, c'est que on est aussi outillé et il faut donner à voir pour réussir les transitions ce qui existe déjà et qui peut être déployé. Je vais me permettre d'élargir un peu le sujet, oui, bien sûr. Tout en restant pas loin, bien sûr. Donc, moi, j'ai ce sentiment que depuis plusieurs années, toute cette question, comme tu le disais très justement, de rentabilité maximale, rapide, est de plus en plus critiquée. Et pas que par des universitaires ou par des intellectuels. Moi, j'ai l'impression que c'est devenu un avis assez commun. Malgré tout, ce qui s'est passé avec le Covid nous a démontré qu'en fait, il n'y a jamais eu autant d'accumulation à certains endroits. Comment tu analyses ça? J'ai l'impression qu'il y a une espèce de paradoxe, quoi. Je pense qu'on manque des cadres de pensée pour trouver les chemins. C'est-à-dire comment on peut faire autrement.
Et c'est pour ça que illustrer le comment qui existe déjà est important. Et le donner à voir est important parce que aujourd'hui, la plupart des gens qui font de la finance, même s'ils sont de bonne volonté, même s'ils sont dans des fonds dits à impact, etc., et qui ne courent pas après la rentabilité, ils ont été formés et ils ont des gens autour d'eux qui les évaluent selon les critères classiques de cette finance. Et même un certain nombre d'acteurs de la finance de l'ESS ont du mal parfois à former leurs salariés à autre chose que les canons classiques. Moi, je pense à un autre acteur, une grande banque coopérative qui travaille qui a créé un observatoire du sens de l'argent pour montrer aujourd'hui que les citoyens et les aspirations que tu évoques, elles sont en train de peut-être pas de devenir majoritaire, mais de prendre une place de plus en plus importante dans la société et qu'il faut en tenir compte, eh bien, c'est une conduite du changement qu'il faut faire. Et ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais ouais, moi, là où j'avais un doute, c'est que je sentais qu'il y avait de plus en plus de crispation du côté des personnes qui par exemple, ces super actionnaires. Je pense à ce qui s'est passé à Total il y a quelques semaines. Là. Mais je pense que ces entreprises-là sont en difficulté. Elles sont en difficulté pour deux raisons. C'est parce qu'il y a de plus en plus d'actionnaires qui commencent à regarder ce qui se passe. Et d'autre part, elles ont du mal à trouver des salariés aussi. Oui. On le voit avec un certain nombre de phénomènes. On le perçoit aussi, nous, dans l'ESS, avec le nombre de salariés qu'on essaye d'accueillir et qui sont en conversion. C'est-à-dire qui veulent créer leur boîte dans l'ESS ou qui ont travaillé dans des modèles, on va dire, classiques et qui se posent un jour la question, ce que tu évoques, de à quoi sert ce que je fais professionnellement, travail, voilà. Est-ce que je suis pas en train de détruire la planète? Est-ce que je suis pas en train de casser la cohésion sociale et de contribuer à un modèle de société qui ne me convient pas ou alors qui ne convient plus à ce à quoi j'ai été formé? Et du coup, l'idée, c'est de proposer des cadres d'accueil et de montrer les façons de faire qui existent dans l'ESS pour apporter les réponses. D'accord. C'est quoi, là, toi, pour revenir plus à ton concept, au concept Capital Passion, je suis désolé, c'est pas le tien. Non, c'est pas le mien, c'est surtout pas le mien. Ça suffit, Quentin. Non, par ailleurs, c'est un concept qui est très répandu, qui est très utilisé au Royaume-Uni, au Québec. Enfin voilà, j'ai absolument rien inventé. Bien sûr. Alors, en tout cas, pour revenir à ça, toi, c'est quoi les prochains mois devant toi? Qu'est-ce que tu prévois de faire par rapport à ce sujet-là? Par rapport à ce sujet-là, alors, n'étant pas chercheur, mais étant acteur de l'économie sociale et solidaire et de sa représentation, je pense qu'il faut populariser cette clé de compréhension, ce cadre de compréhension, ce paradigme, c'est le terme que j'ai utilisé dans le papier, qui est un terme un peu long, et voilà, parce que je pense qu'il y a des gens qui sincèrement veulent faire réussir l'ESS, veulent faire développer l'ESS, mais ne savent pas par où passer. Donc il faut en parler. Ça doit aussi nous servir à faire en sorte que des gens s'intéressent à cette question et ouvrent la boîte noire du financement de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi c'est important? Parce que c'est une clé du développement de ces modèles. C'est aussi la capacité de casser certains mythes. Parce que je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, il y a plein de coopératives, plein de gens qui mettent de l'argent, terre de liens, énergie partagée, etc., qui s'impliquent pour la réussite de projets, on va dire, différents, non lucratifs ou à lucrativité limitée. Pour beaucoup de financeurs, le fait qu'il y ait beaucoup de gens, pour nous, c'est une force parce que ça montre l'intérêt de ces modèles-là. Pour beaucoup de financiers, c'est une faiblesse parce que ça veut dire que ça correspond à un actionnariat dispersé, donc difficile à gouverner. Donc ça peut être source de risque. Et donc, on a besoin de tuer des idées reçues qui font que, on doit faire le fait qu'il y ait des administrateurs bénévoles, ça fait peur aussi. Pour nous, c'est génial. C'est des gens qui donnent du temps pour faire réussir un projet d'utilité sociale. Mais pour d'autres, c'est considéré comme un risque. Donc, on a besoin aussi de déconstruire, de renforcer nos modèles en cassant un certain nombre de schémas tout faits. Parce qu'en plus, il y a une organisation différente dans les coopératives, contrairement à des entreprises qui sont plus familières pour ces personnes-là. Donc déjà, il faut comprendre aussi ça. Mais toi et moi, on va trouver ça génial qu'un syndicaliste, qu'un citoyen à la retraite, qu'un coopérateur, que sais-je, dirige une grande mutuelle, une grande banque, siège au conseil d'administration, etc., etc. Il y a plein d'autorités qui vont dire mais attendez, ces gens-là, est-ce qu'on est sûr qu'ils sont assez formés? En plus, pourquoi ils sont à moitié bénévoles? Ça veut dire que qui les a amenés et qui représentent. Donc on a besoin de montrer que notre forme de capital permet des implications aussi différentes. Parce que dans les transitions qu'on doit mener, on a besoin de gens qui, je sais pas si on doit dire qu'ils prennent le pouvoir, mais qui s'y impliquent,
qui s'y investissent et qui sont prêts à donner de notre temps. Tout le monde trouve ça génial qu'il y ait plein de bénévoles, mais quand il s'agit de diriger des grosses structures, Oui. Il n'y a plus personne. il n'y a plus personne parce que c'est vu un peu, alors je caricature un tout petit peu, mais voilà, ça peut être vu aussi comme une faiblesse. Au contraire, nous on pense que c'est ce qui fait la robustesse, parce que le fait que des gens ils donnent du temps, que des gens qui n'aient pas été formés pour faire ça à la base parviennent à la direction de ces structures-là et les orientent au vu de leur propre vécu, bah, ça change un peu le fonctionnement de la société. Puis on voit un certain nombre de fractures démocratiques qui peuvent exister. Et si on peut se dire qu'avec des associations, avec des mutuelles, avec des coopératives, avec des sociétés commerciales de l'ESS, avec des fondations, on arrive à faire pivoter notre économie en impliquant des gens qui ne sont pas toujours ceux qui sont aux commandes actuellement, banco. Bon, c'est frustrant, mais on va devoir terminer cette discussion. En tout cas, c'est vrai qu'il y avait encore plein de choses à dire sur le travail, sur le bénévolat. Bien sûr. Mais merci beaucoup, Antoine Tourné, d'être venu, de nous avoir expliqué ça. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres interviews, dans ces rencontres interuniversitaires. Merci beaucoup d'être là et de nous regarder.